Dans l'un des plus grands lacs d'Afrique, l'eau et la roche constituent le théâtre de l'un des plus somptueux spectacles offerts par l'évolution. Les centaines d'espèces qui se croisent créent un kaléidoscope de couleurs sous-marines. Les lacs abritent de nombreuses autres créatures, de la plus magnifique à la plus originale. La vie est pleine de surprises. Dans l'immense étendue d'eau douce du lac Malawi. Dans les eaux de l'un des plus grands lacs du monde, deux poissons s'affrontent dans un combat titanesque. L'enjeu est de taille. Le vainqueur s'adjugera un territoire très disputé et multipliera ses chances d'attirer une femelle. Pour les deux adversaires, ce combat est à quitte ou double. Mais à l'échelle du lac, il n'est pourtant qu'une goutte d'eau. Un affrontement individuel parmi tant d'autres, dans un contexte bien plus vaste. Ces poissons vivent dans le lac Malawi. Une étendue d'eau douce, longue de 580 km et large par endroits de 85, située dans le sud-est de l'Afrique. Il y a 10 millions d'années, la croûte continentale africaine a commencé à se déchirer du nord au sud. Ce phénomène a donné naissance à de profondes vallées et à des chaînes montagneuses courant sur 6000 km. C'est ce qu'on appelle la vallée du Grand Rift. Au fil des millénaires, l'eau s'est accumulée dans ces vallées pour former les grands lacs africains. Chacun a ses propres caractéristiques. Le lac Victoria est large et peu profond. Le lac Tanganyika est long et profond. Mais de par son incroyable diversité biologique, le lac Malawi est le plus remarquable des trois. À certains endroits, sa profondeur atteint les 700 mètres. Dans ces obscurs abysses, la vie est rare. Mais elle est bien plus florissante à la surface. Des oiseaux les plus majestueux du continent à ces animaux les plus minuscules. Mais c'est dans les hauts fonds que l'on trouve la plus époustouflante variété animale. C'est ici que se déroule la plus fascinante des histoires du lac, celle du cyclidé. Dans ces eaux, à partir de quelques poissons ancestraux, l'évolution a donné naissance à des centaines d'espèces différentes. C'est l'un des plus beaux exemples mondiaux des miracles de l'évolution. De plus, ce phénomène s'est produit en un laps de temps étonnamment court. Une question se pose. Pourquoi ? L'eau cristalline du lac grouille de vie.
Les poissons s'ébattent au-dessus des rochers de granit et en dessous. Ce n'est pas leur nombre qui est le plus impressionnant, mais plutôt leur sidérante diversité. On en trouve de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Le plus étonnant est qu'ils descendent presque tous du même ancêtre. Il y a 1 million d'années, un cyclidé d'eau douce est parti du lac Tanganyika pour s'installer dans les eaux du lac Malawi en empruntant les rivières qui les reliaient autrefois et qui ont disparu depuis. Il colonise petit à petit de nouveaux habitats. Et il entraîne une explosion de nouvelles espèces. Il existe aujourd'hui au moins 700 espèces distinctes de cyclidés dans le lac Malawi. Parmi elles, plusieurs centaines sont endémiques à ces eaux. Selon les chercheurs, le premier facteur ayant influé sur la spéciation est lié au fond du lac. Les hauts fonds sont parsemés d'énormes blocs de granit. Entre les zones rocheuses se trouve un lit sablonneux. Au fil du temps, les cyclidés se sont séparés en 2 groupes distincts pour tirer profit de cet environnement particulier. Le premier vit dans le sable et le second au milieu des rochers. Ces groupes séparés ont développé des traits adaptés à leur nouvelle demeure. Mais l'environnement sous-marin du lac a connu une évolution constante. Il a énormément changé depuis l'arrivée des ancêtres des cyclidés modernes, avant tout à cause des grandes variations du niveau de l'eau. Les baisses de niveau ont isolé les différentes populations. Privés d'interaction avec leurs cousins, les divers groupes ont évolué chacun dans leur propre direction et se sont définitivement séparés. Lorsque l'eau est remontée, ils n'avaient plus que peu de traits en commun. Les adaptations les plus importantes sont celles qui leur permettent de profiter des différentes ressources nutritives du lac. Entre autres régimes alimentaires, les poissons peuvent manger du plancton, grignoter les parasites de leurs congénères ou encore chasser d'autres cyclidés, adultes ou jeunes. Dans les espèces vivant sur le sable, certaines filtrent le limon à l'aide de leurs branchies et avalent les particules comestibles restantes. D'autres évoluent dans les champs d'herbes qui poussent dans le sable. Ces poissons se nourrissent des algues qui poussent sur les tiges. Mais c'est au sein des espèces qui vivent dans les énormes rochers de granit que la spécialisation des espèces est la plus impressionnante. La principale source de nourriture de cet environnement se trouve dans le tapis d'algues qui recouvre les rochers.
Grâce aux rayons du soleil tropical et l'apport régulier de nutriments amenés par les 14 rivières qui alimentent le lac, les conditions sont idéales pour le développement des algues. De plus, les excréments des poissons viennent encore enrichir l'offre nutritive et permettent de fertiliser les plantes dont ils se nourrissent. Ce tapis d'algues ne paie pourtant pas de mine. Il abrite une grande variété d'algues monocellulaires fibreuses, au milieu desquelles évoluent d'innombrables bactéries, des crustacés microscopiques et divers autres organismes monocellulaires. Pour éviter pour la nourriture, les cyclidés d'adaptation pour tirer profit de ce riche environnement. Des cyclidés. Dotés d'une deuxième mâchoire arrière de la bouche. Chez leurs ancêtres, allaient plus facilement. Au fil du temps, endosser d'autres fonctions, comme la mastication. Soulagés de cette tâche, les lèvres et les dents des cyclidés ont pu évoluer différemment pour trouver la nourriture dans diverses niches. Certains picorent des cellules sur les algues, d'autres fouillent le tapis et y découpent les brins, même les mieux attachés. Chaque niche, aussi particulière soit-elle, est ainsi exploitée. Cette évolution, permettant de tirer le maximum de la nourriture offerte par le lac, est peut-être la cause la plus importante pour expliquer la diversité des cyclidés de Malawi. La fluctuation du niveau de l'eau a été l'élément déclencheur de l'explosion du nombre d'espèces de cyclidés. Mais ces changements ont également eu des effets majeurs au-dessus de la surface. À l'extrémité sud du lac se trouve l'île d'Omwe. À l'époque où le lac était plus bas, cette île était reliée à la rive. Les animaux terrestres allaient et venaient donc à leur guise. Coupée de la terre par la montée des eaux, Domwe est devenue la seule île du lac où l'on trouve des mammifères. Au coucher du soleil, un étrange bruissement se fait entendre dans la végétation. Il s'agit de civettes africaines. La civette est un animal nocturne. Il fait généralement preuve d'une grande discrétion pour ne pas attirer l'attention de prédateurs plus gros que lui. Mais comme son île est isolée des terres environnantes, la civette est devenue le prédateur dominant des lieux. Ses griffes étant émoussées, elle compte uniquement sur ses dents pour attraper ses proies, des reptiles et des rongeurs. Mais la civette est omnivore et ne dédaigne pas les plantes. Comme elles ne craignent ici aucun prédateur, les civettes peuvent se regrouper pour chercher des fruits et des insectes.
pour cela, nul besoin de griffes acérées. Il suffit d'avoir un bon flair. L'odorat joue un second rôle capital. Les civettes communiquent entre elles en marquant leur passage. Leurs glandes odoriférantes émettent une forte senteur musquée. Pendant très longtemps, l'homme a chassé la civette car ces glandes étaient très recherchées des parfumeurs. Domwe se trouve au sein du parc national du lac Malawi, ce qui leur donne un statut protégé. Mais ce soir, d'autres convives s'invitent à leur table. Un potamochère du Cap, nocturne, a lui aussi l'intention de se nourrir avant l'aube. Il n'est pas carnivore, mais avec ses 100 kilos, c'est un concurrent imposant pour les civettes. Ces dernières lui cèdent la place et disparaissent dans la nuit. La végétation touffue de Domwe est typique des îles et des rives du lac Malawi. Dans certains endroits, les précipitations moyennes dépassent les 1600 mm par an, au grand bénéfice de la forêt luxuriante. Les arbres prennent racine sur un substrat granitique qui s'étend sous le lac. Les rives sont parsemées de blocs de granit blanc qui forment aussi l'univers sous-marin dans lequel évoluent les cyclidés. De forme et de taille très variées, ils constituent la structure du monde des poissons. Les nombreuses failles constituent les seules cachettes offertes par cet environnement. Il arrive que les poissons vulnérables se retrouvent exposés. Ce petit banc de jeunes cyclidés est dans une situation précaire. Ils ne sont pas protégés par les rochers et beaucoup de poissons mangent les bébés des autres si l'occasion s'en présente. Un adulte les repère. Il a une attitude surprenante. C'est leur mère, et sa bouche leur offre un refuge bienvenu. Presque tous les cyclidés du lac Malawi pratiquent cette étrange technique.
Mais les femelles ne peuvent pas garder leurs petits indéfiniment. Cette femelle polystigma a la bouche remplie de frettins. Elle doit les relâcher pour se nourrir, mais avant cela, elle vérifie que les environs ne présentent aucun danger. Mais l'endroit ne lui plaît pas. Elle continuera de chercher jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Mais alors que le soir tombe, émerge une menace dont même les adultes se méfient. Gagné par l'obscurité, le monde sous-marin devient d'un calme irréel. Les cyclidés se font très rares, et ce, pour une bonne raison. Une meute de chasseurs rôde dans les parages. Ce poisson, le Mormirops anguilloïde, passe les rochers au peigne fin à la recherche de proies. Il a des exigences très précises. Il est doté d'une bouche relativement petite. Ce crabe géant serait trop gros. Tout comme ce poisson-chat dans sa grotte. Mais il ne fera qu'une bouchée d'un cyclidé. Sa tête effilée lui permet de fouiller les moindres recoins. Mais la vue n'est pas le sens de prédilection du Mormirops. Ce chasseur est doté d'un organe qui émet une petite charge électrique dans l'eau. Il repère les variations de son propre champ électrique et détecte ainsi les proies, leur taille et la distance qui les sépare. Les proies sont abondantes et il peut se permettre de se montrer difficile. Il ignore toutes celles qui paraissent trop grosses. Mais lorsqu'une occasion en or se présente, les chasseurs en profitent aussitôt. Grâce à leur champ électrique, ils attrapent environ 2 cyclidés par heure au cours de leur longue traque nocturne. Les rayons de l'aube illuminent à nouveau les eaux, dissipant la terreur de la nuit. Les cyclidés peuvent émerger de leur cachette. Les blocs de granit sur la rive sont très résistants à l'érosion. Pour en venir à bout, il faut l'intervention d'une forme de vie très improbable. La terre est très rare et seules certaines plantes peuvent pousser sur la roche.
Parmi elles, on trouve le figuier sauvage. Cet arbre peut prendre racine dans les crevasses les plus infimes. Au fil des ans, les racines et le tronc grossissent. Petit à petit, l'arbre crée des fractures dans la roche et finit par désagréger les énormes rochers. Les petits fragments tombent dans le lac et deviennent de nouvelles cachettes pour les poissons. Mais les arbres en surplomb peuvent être à double tranchant pour les cyclidés. Ils servent de perchoir pour l'un de leurs ennemis les plus redoutables. Le pigargue vocifère possède toutes les armes nécessaires pour terrasser ses proies. De longues serres, un bec tranchant et une vision acérée. C'est justement l'heure du repas. L'arbre lui sert de point d'observation d'où il scrute les alentours. Les petits lézards abondent sur les rochers. Mais ils sont trop petits pour justifier un effort. Ce varan présente plus d'intérêt. Mais il est un peu trop gros. Le pigargue se décide pour son activité de prédilection. La pêche. Ce puissant rapace peut attraper les poissons jusqu'à 30 cm sous la surface. Il vole très bas pour repérer ses proies. Sa victime est petite, mais elle fera l'affaire. Après avoir apaisé sa faim, le chasseur prend le temps de boire. Le lac lui fournit tout ce dont il a besoin et les couples monogames défendent jalousement leur territoire le long de la rive. Certains oiseaux pêchent depuis le ciel, mais d'autres préfèrent partir à la maraude sur le sable de la rive. L'hirondelle à queue blanche se nourrit principalement d'insectes, mais elle complète ce régime grâce à une petite gâterie inattendue, des fragments de coquilles d'escargot d'eau douce. Pour ce petit oiseau, c'est une source de calcium précieuse. Il n'est pas le seul à trouver ses repas dans le sable. La plage est mouchetée des couleurs délicates de milliers de papillons. Ils étendent leurs longues trompes pour aspirer de minuscules gouttes d'eau.
Cette guêpe tente elle aussi d'étancher sa soif. Certains viennent boire, mais d'autres arpentent la plage pour une toute autre raison. Une bergeronnette pie se promène à pas mesurés. Ce drôle d'oiseau a une caractéristique étonnante. Sa queue ne cesse de bouger de bas en haut. Personne ne connaît vraiment la raison de cette étrange manie. Il s'agit peut-être d'un signe de statut social ou d'une manière de rester en alerte constante face aux prédateurs. Bien plantée sur ses pattes, la bergeronnette monte et descend la queue sans interruption, comme un tic. Dès qu'elle se met en mouvement, sa tête prend le relais et se met à branler de manière incessante. Peut-être un bon bain relaxant l'aidera-t-elle à se détendre ? L'eau fraîche du lac est idéale pour un nettoyage en règle. Tout comme les animaux, l'homme utilise l'eau du lac pour boire, se laver et pêcher. Chaque matin, les pêcheurs embarquent dans leurs canots de fortune et jettent leurs filets le long des rives. Mais par le plus grand des hasards, l'intervention humaine a permis d'améliorer la sécurité de quelques-uns des habitants de ces eaux. Cette épave est celle d'un ancien ferry qui a transporté des gens d'une rive à l'autre pendant des années. Il offre aujourd'hui un abri à une espèce très particulière du lac. Le kampango est un poisson-chat endémique du lac Malawi et des rivières qui l'alimentent. Il peut dépasser 1 mètre de long et peser jusqu'à 5 kilos. Sa taille et sa chair grasse en font une prise de choix pour les pêcheurs. Mais cette épave les protège des filets. Les gigantesques creux dans le sable offriront des emplacements idéaux pour les nids lorsque viendra la saison du frai en été. À l'instar du Mormirops, ce poisson-chat traque les cyclidés de nuit. Mais ces derniers ne sont pas des proies de tout repos. Les cicatrices que porte cet adulte sont le résultat d'attaques de certaines espèces de cyclidés mangeurs de peau. Quant aux poissons plus petits, ils sont trop rapides pour le poisson-chat. Les deux espèces sont ainsi dans une relation plus ou moins équilibrée, chacune se nourrissant de l'autre. Mais leurs liens ne tiennent pas seulement à la nourriture. Le poisson-chat n'a pas creusé les trous qui lui servent de nid. Ils sont le fruit du travail de différentes espèces de cyclidés. Le prédateur profite donc du labeur de ses industrieux petits voisins. Pour leur sécurité, les cyclidés qui vivent dans le sable doivent savoir fuir le danger plutôt que de s'en cacher. Comme ils n'ont pas besoin de rester proches de leurs abris, ils peuvent profiter pleinement des vastes espaces du lac. Ils utilisent le sable dans le cadre de projets de construction pharaoniques.
En certains endroits, le fond du lac est parsemé de cratères pouvant mesurer 1 mètre de diamètre. Ils sont l'œuvre de cyclidés mâles dans l'espoir d'attirer l'attention d'une femelle. Certains creusent dans le sable, mais d'autres préfèrent ériger un petit volcan surélevé. Ce Nyasachromis mâle patrouille avec obstination autour de son cratère. Il lui servira de piédestal pour faire étal de ses prouesses à destination des femelles intéressées. Tout doit être propre et net. Il n'hésite donc pas à chasser tous les passants. Il profite de son attente pour se nourrir. Il filtre le sable dans ses branchies à la recherche de tout fragment comestible. C'est en eau peu profonde que l'on trouve la plupart des cratères surélevés. Selon les chercheurs, ce serait parce que la luminosité est suffisante pour que les femelles admirent la structure en 3 dimensions. En eau plus profonde, les cratères sont pour la plupart creusés dans le sable. Dans ce cas particulier, ils sont même installés très près les uns des autres. Ce regroupement de cratères est une espèce de marché pour les femelles. Elles peuvent y choisir le mâle qui leur plaira le plus parmi tous ceux qui se présentent à elles. L'arrivée des femelles donne lieu à de véritables spectacles. Ce Dimidiochromis mâle patrouille toujours de manière frénétique. Pour lui, nager au ras du sol n'est pas suffisant. La colonne d'eau qui surplombe son cratère fait aussi partie de son territoire, et il fait tout pour empêcher ses rivaux de l'utiliser pour attirer l'attention des femelles. Curieusement, pour de nombreux cyclidés, la forme et la taille du cratère n'ont pas grande importance. Seule compte la parade des mâles. Mais pour attirer l'œil des femelles, les mâles doivent tout d'abord contrôler un cratère bien à eux. Le quotidien des mâles est un monde de compétition. Dans les rochers, pour avoir une chance de s'accoupler, il faut également commencer par prendre le contrôle d'un territoire. Ce Mélandia zebra est très occupé à défendre son domaine. Il est le maître d'un petit abri rocheux très attirant pour les femelles. Mais cette luxueuse demeure suscite la convoitise de ses rivaux et il doit lutter pour faire respecter ses droits. Quelles que soient les espèces, les bagarres sont monnaie courante. Le vainqueur poursuit très souvent le vaincu pour bien enfoncer le clou. Mais la victoire ne garantit pas l'accouplement. C'est à la femelle que revient le dernier mot. Et pour la convaincre, la force brute ne suffit pas. Ces dames sont sensibles à toute une gamme de signaux visuels, entre autres la taille du mâle, la taille de ses nageoires et leur symétrie.
C'est ce processus de sélection sexuelle qui a entraîné l'immense diversité physique des cichlidés du lac Malawi. Certains individus développent même des bosses voyantes sur la tête pour attirer l'attention. Mais le facteur qui prime est la couleur. Pour sortir du lot aux yeux des femelles, les mâles ont développé d'innombrables combinaisons de couleurs, de nuances et de motifs. La population de cichlidés du lac est donc un véritable kaléidoscope de différentes espèces. Pour les mâles, la reproduction est l'aboutissement d'une épuisante parade nuptiale. Mais pour les femelles, le véritable travail commence à la naissance des petits. Dans un monde où il faut se méfier de tous ses voisins, la vigilance est le maître mot. Les mères ont la possibilité de protéger leurs bébés en les cachant dans leur bouche. Mais elles doivent aussi se nourrir. Par chance, les blocs de granit apportent une nouvelle fois la solution. Les petites tranchées peu profondes offrent des cachettes idéales pour le fretin qui se nourrit de leurs algues. Pendant ce temps, leur mère surveille les alentours. Parmi ces petits se trouvent 2 originaux aux marques différentes. Ils sont d'une espèce différente, mais elle les a adoptés au sein de sa famille. Les chercheurs pensent que cette bienveillance n'est que de façade et serait en fait un moyen de protéger ses propres petits. Si un prédateur attaque, 2 petits aux couleurs différentes diminuent les chances que ces bébés se fassent manger. La mère reste constamment sur ses gardes, attentive au moindre danger. Face aux menaces, elle se montre intraitable. Après avoir mis l'ennemi en déroute, elle revient pour faire monter ses petits à bord. Cette autre mère doit quant à elle mettre les bouchées doubles pour élever sa progéniture. Un tel dévouement parental est rare chez les poissons. Mais pour les cichlidés, il est dans l'ordre des choses. Chacun de ces fascinants animaux mène la vie que connaissent tous les poissons en liberté. Une existence rythmée par l'alimentation et la reproduction. Mais dans les eaux cristallines de l'un des plus grands lacs de la planète, l'évolution a abouti à une incroyable diversité. Toutes ces espèces, aujourd'hui si différentes par leur forme, leur mœurs ou leur couleur, sont pourtant issues d'un seul et même poisson. C'est l'un des plus étonnants miracles de la nature, dans l'un de ses plus beaux écrins.